Bien, bonsoir et bonne année à tout le monde. Et donc, bienvenue pour ce quatrième lundi des quatrième. Oui, c'est le quatrième lundi. Oui, la saison 2019. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Marjorie Fabre, Isabelle Quirin, pour qu'ils nous parlent, pour nous dire s'il y a une vie après la licence professionnelle et quel genre de vie. Je voudrais, juste avant de continuer, vous présenter Jean-Pierre Pénard, parce que la licence pro de cette année ne connaît pas forcément Jean-Pierre Pénard, qui viendra nous rejoindre ici pour un autre lundi de Gaston Batti, on a dit le 13 février. Le 18 sous réserve de confirmation de... Voilà. Oui, d'accord, voilà. Okay. Et il viendra. Oui. Sous réserve de confirmation de la directrice de la bibliothèque. Ah oui, bien sûr. Et je fais passer une feuille pour les personnes qui ne recevraient pas les mails des lundis de Gaston Batti pour que vous puissiez écrire votre adresse. Pour les licences pro de cette année, il n'y a pas besoin. Pour les autres qui les reçoivent, vous n'avez pas besoin d'écrire. Mais c'est pour les personnes qui éventuellement ne reçoivent pas, qu'elles mettent leur nom et leur mail. Comme ça, je rajouterai leur nom à cette liste. Bien. Alors, juste pour démarrer, voilà, y a-t-il une vie après la licence professionnelle? Et oui, il y a une vraie vie. Et d'ailleurs, la vraie vie, la preuve, c'est qu'il y a une naissance aujourd'hui. Donc, il y a une naissance il y a quelques heures. C'est que Marjorie a vu sa première pièce publiée aujourd'hui. Voilà. Bravo. Ça s'appelle Revanche. C'est une histoire, c'est une pièce jeune public. C'est une pièce jeune public. Jeune public, et c'est sur une histoire une sombre histoire de harcèlement et de vengeance sur le harcèlement dans un établissement scolaire que je vous conseille fortement de lire. Et donc il y en a, tous les exemplaires viennent de sortir, ils sont là au prix de 10 euros. Voilà. Mais je vous en parlerai un petit peu plus au cours de l'exposé Voilà. Merci. Parce qu'il est vraiment en lien avec la licence pro. En plus, le hasard du calendrier fait qu'il sort aujourd'hui. Mais j'aurais pas écrit ce texte si j'étais pas passée par la licence pro. Donc ça tombe vraiment bien. Et j'en profite si vous voulez entendre des extraits, partager un peu plus avec moi autour de cette lecture. Il y a une lecture pour fêter sa sortie au coup de papier le jeudi 24 janvier à 18h. Voilà, avec un petit coup à boire après, si vous désirez. Bien. Alors Isabelle, tu es de la promo de quelle année? 2012. 2012. Ouais. 2014. Bien. Alors, elles se sont rencontrées plusieurs fois pour préparer cette soirée. Elle est très studieuse. Hein? Comment? Elle est très studieuse. Oui, elle est très studieuse, etc. Donc, je vais vous laisser parler. Vous êtes partagé le temps. Et puis, on aura comme d'habitude une demi-heure à la fin pour pouvoir échanger, pour questionner, etc. sur ces deux parcours. Alors, à la question un peu provocatrice de Bernard, y a-t-il une vie après la licence pro? On a choisi de répondre par l'affirmative et même de surenchérir. Il n'y a pas une vie, il y en a plusieurs. Et vous tous, vous en êtes des témoins, vous en serez les futurs témoins si vous êtes cette année en licence pro. Isabelle et moi, on a des parcours assez différents. Isabelle est plutôt sur le volet pédagogie, transmission, avec aussi un volet création. Moi, je suis plus sur la création avec un volet pédagogique aussi, puisque je donne également des ateliers. Si on présente ce soir notre parcours, c'est pour mettre en lumière les points forts, les aspects de cette licence qui nous ont permis de construire ou de consolider notre parcours. À l'issue de ça, à l'issue de ces deux présentations, évidemment, on se garde un temps d'échange avec vous, déjà pour que vous puissiez nous poser des questions, mais aussi pour que certains anciens de licence pro puissent apporter leur témoignage, leur éclairage sur ce qui a été aussi important pour eux. On a construit cette présentation en 3 temps. D'abord pour que vous puissiez comprendre en quoi la licence pro nous a aidés
On va vous parler de ce qu'était notre vie avant la licence pro. Ensuite, quel était le déclic? Pourquoi on est venu en licence professionnelle? Et on consacrera la majeure partie du temps justement à ces points forts qui nous ont permis de construire notre parcours. Donc on attaque notre premier temps que nous avons intitulé Avant la licence, la vie sans la licence. Et à chaque fois, on a choisi 2 mots forts pour Marjorie, pour moi. Donc sur ce premier temps, le temps avant la licence, ton mot Marjorie. Alors moi c'est entre deux. Il s'avère que moi c'est le même, mais je l'ai majoré d'un adjectif. Moi c'est un entre-deux difficile. Donc je commence et sur ce premier temps, moi j'ai 3 dates clés. Avant cette licence, en 2006, on m'a demandé de commencer à enseigner. Je n'avais jamais enseigné le théâtre. J'étais tout juste diplômée de mon école de théâtre et je ne l'avais pas du tout envisagé. Donc en 2006, les cours Florent me demandent de démarrer un atelier d'initiation de clown pour les enfants entre 8 et 12 ans parce que les cours Florent démarraient un atelier pour la jeunesse. Je vous cache pas que je devais vivre, donc j'ai relevé le challenge, j'ai dit banco. Et la même année, j'ai eu la chance de démarrer des ateliers de pratique artistique à Sciences Po. 3 ans après, j'ai monté mon association dans ma commune, parce que j'habite le Val-de-Marne, et là j'ai monté des ateliers de pratique artistique, toujours pour des enfants de 8 à 15 ans. Et en 2010, j'ai animé un atelier de pratique dans un collège à Ivry-sur-Seine, puis dans un lycée à Champigny-sur-Marne, ces 2 institutions scolaires étant en zone d'éducation prioritaire. Donc je démarre l'enseignement du théâtre en 2006 jusqu'en 2010, et pour moi ce temps il est vraiment difficile. Je n'ai aucune autorité naturelle. J'anime mes ateliers de théâtre comme j'ai été formée en tant que comédienne, c'est-à-dire c'est un échec avec les enfants. Le seul endroit où ça se passe bien, c'est Sciences Po, parce que, nonobstant ce lieu, certaines élites sont des grands. Donc les grands, ça s'autogère, ça s'écoute, ça peut rester en silence, pas les enfants. Voilà. Et donc c'est ça, j'ai une difficulté d'autorité, j'ai une difficulté d'outils pédagogiques et j'ai une difficulté par rapport à ma vie professionnelle, parce que je ne m'attendais pas du tout à enseigner. Donc voilà pour que je vous montre un petit peu comment je suis, dans quelle étagère je suis avant de commencer ma licence. Et là, je te passe le relais. Alors, moi aussi un entre-deux, parce que au moment des choix, au moment des études, je fais des études de lettres modernes, matinée de théâtre, je travaille beaucoup la danse aussi, en compétition. Je choisis le professorat. Je deviens professeur de lettres modernes, même si le théâtre n'est jamais loin. Je fais du théâtre de mon côté, sur mon temps libre. J'en viens à enseigner le théâtre en option théâtre en lycée, en collège aussi. Ma pratique se développe, je donne des cours de théâtre dans des théâtres privés, je danse de plus en plus, je fais des compétitions, je crée des spectacles avec des compagnies professionnelles au croisement de la danse et du théâtre. C'est là que je commence à m'essayer à l'écriture. Et à tel point qu'au bout de quelques années, je ne veux plus faire que ça. Je ne veux plus enseigner. Je veux vraiment me consacrer à la création. Et là, se pose la question de comment. Comment je vais faire ? Comment moi, qui ai un parcours atypique, je vais arriver à m'insérer dans le milieu des auteurs de théâtre parisiens que je ne connais pas. J'ai vécu en Bourgogne, j'ai vécu à Aix-en-Provence. Je ne connais pas le milieu du théâtre parisien. Je n'en connais que les textes. Et va se dessiner progressivement le projet de la licence pro. C'est notre deuxième partie. Tout à fait. Donc le projet licence pro, qui est pour moi donc une rupture totale avec ma vie d'avant, même si évidemment il y a une continuité. J'ai commencé à créer des spectacles à ce moment-là. Et l'opportunité m'est donnée de venir vivre à Paris. Et je me dis que pour intégrer ce milieu des auteurs, moi qui ne connais personne dans le milieu du théâtre à Paris, peut-être la bonne chose à faire serait de reprendre des études. D'emblée, j'élimine la licence pro. J'élimine la licence pro, pourquoi ? Parce que sur le petit livret de présentation, il y a marqué
atelier de pédagogie théâtrale pour les écoles, j'en viens, prison, hôpitaux. Voilà, je ne vois pas la création dans tout ça. Donc, je prépare un dossier pour le master de mise en scène à Nanterre, que vous connaissez peut-être. Ils font le dossier de 5 pages. Mais comme je sais que pour rentrer dans ce master, c'est très très difficile, je me dis qu'il me faut un plan B. Donc, j'envoie aussi mon dossier à la licence générale de Censier. J'ai pas envie de faire une lettre d'une page, de synthétiser mon gros dossier de 5 pages, donc je me dis qu'il peut le plus, peut le moins, et j'envoie tout. Le jour où j'apprends que je suis prise à l'oral du master, coup de fil d'Éloi Recoin, qui était l'ancien directeur de la licence pro, qui me dit « Voilà, bonjour mademoiselle Fabre, je vous appelle au sujet de la licence pro, est-ce que vous pouvez me rappeler ?» Je me dis « Mince, je me suis trompée. Je n'ai pas envoyé au bout. » Alors, je le rappelle quand même par politesse, je lui dis « Non, mais c'est pas à vous, c'est à la licence générale que j'ai envoyé le dossier. » Et là, elle me dit « Je sais. Mais en lisant ces dossiers, en lisant le vôtre, je me suis dit que vous seriez mieux en licence pro. » Je dis « Oui, mais moi, la pédagogie théâtrale, je connais. Donc moi, c'est vraiment pour la création que je viens sur Paris. » Ah mais non, mais la création, c'est au cœur aussi de la licence professionnelle. Il y a Rémi DeVos comme professeur d'écriture. Vous allez avoir des cours de scénographie, de mise en scène. On a des élèves qui partent, des étudiants qui partent à la Comédie Française faire des stages de mise en scène. Là, ça commence à m'intéresser. Je réfléchis très vite, je me dis oui, je veux bien. Marco est d'accord, il me dit si Éloi est d'accord, moi je suis d'accord pour vous faire passer un oral, je passe l'oral, je suis prise. Master, je passe l'oral, je suis sur liste complémentaire. Donc, c'est la licence pro et je ne l'ai pas regretté. Vraiment pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors toi, comment tu es venue ici ? Donc voilà, 2010, et moi ça fait un petit moment que j'ai le besoin d'apprendre. J'ai le besoin d'apprendre plus de choses en théâtre. Et à un moment, vous savez, dans nos vies, cette chose, elle devient plus forte que tout. Donc du coup, je commence à arriver à Censier, je regarde sur le site. Je ne connaissais pas du tout la licence. Et ça me saisit complètement parce que je vois animer un atelier de pratique théâtrale, pédagogie didactique. Je me dis, mais c'est génial, c'est un hasard, les dieux me regardent, je dois y aller, ils ont tout compris. Donc du coup, je remplis mon dossier, j'y vais. Et le mot, pour moi, le mot que j'ai associé à ce deuxième temps fort de la licence, c'est envol. Cette licence, pour moi, c'est je déploie mes ailes et c'est une année où j'ai vécu cette licence par tous les pores de ma peau. Tout est jubilation, tout est... c'est extraordinaire. En fait, je m'éclate. Je travaille énormément, je suis très fatiguée. Mes amis ne me voient plus, mais je kiffe cette année. Je prends toutes les choses. Et pourquoi je me mets dans cette licence ? Parce que on est dans un pays où à un moment il faut avoir des diplômes. Et je me suis dit, je commence à être professeure, je n'ai rien qui légitime par un parcours académique. Donc c'est un de mes motifs et je l'assume complètement. Voilà. Et c'était vraiment pour légitimer, me dire à un moment, parce que j'étais entre deux, mais non, je suis comédienne, mais non, t'es pas professeur de théâtre, enfin, voilà. Vraiment pour continuer d'apprendre, un savoir théorique, un savoir pratique. Et il s'avère que dans cette licence, parmi de nombreux cours, moi, je prends l'atelier des écritures théâtrales jeunesse. Et alors, j'y reviendrai, parce que cet atelier, il est incroyable. Tout un monde s'ouvre à moi et c'est déterminant pour mon parcours par la suite. Et il s'avère que cet atelier des écritures théâtrales jeunesse, il est déterminant par son contenu, mais aussi, et j'y viendrai par la suite, je fais la connaissance de Lydie Célébrant qui est là, de Sophie Caffarel et de Daphne Trégo. Et petit suspense, et je vais vous donner la matière après. Et c'est aussi, voilà, je me rends compte qu'il me manque plein d'outils. Donc je vais à la FNAC, j'achète des livres, je lis, à chaque fois je me trouve nulle. On en parlait encore avec Bernard, je dis oh là là, j'ai fait un cours, mais franchement je crois que je les intéresse pas. Donc il me faut de la matière. Et oui, il faut de la matière, parce que je rencontre des professeurs et en fait les professeurs sont super bien formés. Encore plus les profs de sport. J'ai parlé avec beaucoup de profs de sport, je dis mais comment tu fais ? Ils t'écoutent. Ça se passe bien, il dit oui, mais toi, t'as pas de structure, tu travailles pas tes objectifs, les objectifs, c'est des verbes. Moi, je suis là,
Ok, voilà. Et bien évidemment, Bernard, c'est pas parce que tu es là, et puis il y a aussi Marco, mais voilà, ton atelier, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je vais le dire, je fais le regard secret, je l'ai toujours dans mes cours. Le système du comptage, du tirage, je l'ai toujours. La mise en scène, les images, enfin, je veux dire, je l'utilise toujours. Voilà, et ça fonctionne, donc merci Bernard. Voilà, c'est vraiment mon deuxième temps, la licence. Cet envol, c'est se diplômer, apprendre encore et avoir des outils de pédagogie. Mais je crois que c'est encore à toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Concrètement pendant l'année. Et c'est déjà la partie 3, je me dis, mais qu'est-ce que déjà c'est? la partie Oh mon Dieu, oh là là. Alors c'est énorme cette partie 3. C'est énorme. Et alors, mon mot associé, c'est énergie. Vous voyez un peu le truc quand même. Hein. Et donc, je crois que c'est ça que je voulais partager avec vous, mon modeste parcours. Ça a été un réseau, une méthode de travail et une professionnalisation. Et ce réseau, moi je trouve ça incroyable. Justement, Lydie qui est là, donc nous on s'est rencontrés dans l'atelier des écritures théâtrales jeunesse. Lydie, célébrant à la fin de la licence, elle monte la compagnie Vagabonde. Moi j'y suis pas encore parce que j'ai trop de boulot, donc j'arrive pas à être en lien avec elle. Vous pouvez la voir à la fin, hein, la compagnie Vagabonde. Voilà, il y a des cafés pédagogiques, donc on a plein de mallettes, on a plein d'outils, on se retrouve. Donc quand on est très seul, ça fait beaucoup de bien. C'est beaucoup de bien. Et il y a aussi la mutualisation des intervenants de pratiques artistiques. Et aussi, on a des petits projets. Voilà. On est très patiente, mais on arrive à faire des petites choses. Parce qu'au tout début, on était là, ça serait bien quand même qu'on se fasse des petites mises en scène. Et puis, il y a des petites choses qui arrivent. On se dit, c'est bien quand même, ah, c'est bien, il y a des petites choses qui arrivent comme ça, voilà. Et puis en plus, Lydie, je parle de réseau, à un moment, dans l'association Musique Tangente, elle me met sur un atelier TAP. Sympa. Voilà, donc je suis dans une école dans le 12e. Et puis l'autre personne dont je vous ai parlé, Sophie Caffarel, à ce moment-là, elle est au théâtre de la ville, c'est pas beau la vie, et elle me met sur un TAP dans une école élémentaire dans le 2e. Et puis au fur et à mesure, on est encore un peu timide, mais on essaye de communiquer. Et il y a Marie Stutz, anciennement de l'ANRAD, qui nous fait confiance à un moment, qui nous invite à des conférences. Elle nous donne un peu notre chance, donc on anime des petits ateliers de formation. Et puis il y a aussi les gens d'Arsena qui sont très chouettes, qui nous font venir. Donc petit à petit, voilà les liens, hein, les passerelles entre les gens, comme ça il y a vraiment des choses qui s'établissent. Donc il y a mon réseau. Et après, c'est vraiment la méthode de travail. C'est incroyable. J'ai encore du progrès, mais je crois que je peux commencer à dire que je sais tenir une classe. Voilà, surtout les petits. Et j'avais été à un moment interviewer une maîtresse dans une école. Je dis, mais comment tu fais? Et j'oublierai jamais sa phrase. Elle me dit, une main de fer dans un gant de velours. Alors après, tu sais, t'assumes pas trop le truc. Et puis en fait, si, parce qu'il faut tenir sa classe. Voilà, et puis après, on va chercher les outils. Une autre méthode de travail, c'est bien évidemment des savoir-faire. Moi, je ne vous cache pas que la licence, elle m'a amenée, et après mon parcours, mes ateliers, mais vraiment, je les prépare, quoi. C'est 2 heures, quoi. 2 heures, je suis là, avec beaucoup de plaisir, hein, préparer mes objectifs, des énoncés simples et courts. À un moment, j'ai une maîtresse qui vient me voir à la fin d'un atelier. Alors, c'est très bien, mais vos phrases, c'est un peu long. Vous dites un peu beaucoup de choses. Et voilà, donc il y a des gens vachement sympas qui nous disent voilà, comment faire. Autre chose énorme, le ludique. Le ludique avec les enfants. Voilà, j'ai énormément progressé. J'étais un peu rigide au début. Et un peu élitiste, un peu... et du coup, maintenant, je m'éclate avec la jeunesse, quoi. Voilà, même les lycéens et même les collégiens. Et après, j'ai fait une autre découverte, c'est parce qu'après, il faut s'approprier les choses. Et je me suis rendu compte que la jeunesse, en fait, c'est l'énergie. Et je me suis dit, cette énergie, il faut que je l'utilise dans mes cours de théâtre, parce que je ne peux pas leur dire, eh ben Nour, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Ethan, pourquoi tu es sur les tables? Et pourquoi tu es sous la chaise? Voilà, donc je me suis dit, et en fait, je travaille énormément sur le corps. Donc je parle presque plus.
Et je les mets sur le plateau, et ça on pourra s'en parler si vous voulez après, mais chacun a ses méthodes. Et aussi le savoir-faire, maintenant je peux animer un atelier de 8 et 3 classes de lycéens. C'est pas mal quand même. Voilà. Et enfin, c'est la confiance en moi. Et à un moment, je lisais un article dans Le Monde de Philippe Mérieux. Si je ne fais pas d'erreur, c'était publié le 24 janvier 2015, si ça intéresse certains. Et c'était sur l'école et bien évidemment l'échec scolaire. Et à un moment, il y a cette phrase, alors vous allez me trouver très prétentieuse, mais en fait, elle m'accompagne toujours. À chaque fois avec mes élèves, c'est l'apprentissage de la pensée sur l'immédiateté de la pulsion consommatoire. Et en fait, j'ai confiance parce que quand je suis avec tous mes élèves, quels qu'ils soient, c'est ça que je veux leur amener. C'est un moment on est ensemble et du coup, maintenant, ça me donne vraiment confiance quand il y a Philippe Mérieux qui dit ça. Je dis, bah, tout va bien, voilà. Et puis, à un moment, j'ai vu aussi un documentaire, je vous le conseille, À nous de jouer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est sorti en 2017, vachement bien. Un documentaire, pendant 3 ans, ils ont suivi un atelier de pratique théâtrale dans un collège à Clichy-sous-Bois. Et le proviseur de l'époque, le principal, pardon, qui s'appelle... c'est le collège Jean Massé, excusez-moi, je ne suis pas précise. Je n'ai pas le nom du proviseur qui est parti. Et à un moment, il est interviewé dans ce documentaire et il dit « Le théâtre, c'est fantastique ». Donc il avait fait un atelier théâtre, un atelier de rugby pour des élèves en grande difficulté. Et en fait, ça a cartonné. Et moi, il me donne des ailes. Ce proviseur, il dit... Parce que parfois, il y a des gens qui disent des mots et tu n'arrives pas à les dire. Et lui, il dit « Le théâtre, c'est fantastique parce qu'en fait, ça t'apprend ta matière à toi. » Voilà. C'est avec le théâtre, la matière enseignée, c'est toi. Je dis, mais il est génial ce type. Puis fantastique, voilà. Et puis, grâce à toi aussi, à un moment, je n'ai plus réussi à retrouver dans mes petits carnets, on était en présence de Jean-Claude Lalias. Est-ce que c'était ici? Oui, je pense. Hein? Peut-être. Et à un moment, peut-être ailleurs, peut-être chez toi. Et à un moment, ce monsieur incroyable dit, il a quand même monté toutes les options théâtrales dans les lycées, il continue encore, enfin bon, voilà, il y a des gens comme ça merveilleux, et il dit, dans ton atelier, n'oublie jamais, il faut qu'il y ait des émotions qui se passent à chaque cours. Donc j'ai Mérieux qui m'accompagne, j'ai le principal et j'ai monsieur Lalias, et ça me donne confiance. Et mon dernier point, c'est se professionnaliser. La licence, ça m'a permis ça. Par exemple, je ne savais pas du tout me positionner avant. Et au fur et à mesure, à un moment, il m'est arrivé un événement, j'ai renégocié avec une mairie. Parce qu'en fait, j'ai parlé avec les autres intervenants et j'étais payée, il y avait 20 € de différence. Je dis, mais c'est dégueulasse. Alors, j'ai rien dit à la coordinatrice de la mairie pour pas qu'on soit en brouille, mais en gros, je lui ai dit, je me suis mal débrouillée. Donc, j'ai renégocié et j'ai réussi. Donc, ça, c'est génial. J'ai arrêté un atelier aussi. Parce qu'à un moment, les conditions étaient trop dures. Je commençais à 8h. C'était terrible, c'était horrible et à un moment j'ai dit c'est pas grave, t'arrêtes, il y aura des problèmes d'argent mais tu iras bosser à la boulangerie, enfin voilà, c'est pas grave, on trouve toujours des solutions. Et je me dis à chaque fois des bonnes conditions de travail, donc maintenant j'ai toujours une convention, je négocie mon salaire sinon je fais pas, tant pis, ma salle et je décide s'il y a restitution ou non, voilà. Et si ça plaît pas, je m'en vais. Donc me professionnaliser aussi c'est me consolider. Tout bête, hein, moi j'étais pas du tout des petites cartes, j'en ai maintenant et à chaque fois je rencontre des gens, je distribue, je suis en train de monter un petit site, je viens de finir un stage aussi dans le conservatoire de ma commune et puis c'est aussi des démarches. À un moment je suis allée voir ma mairie et j'ai dit il y a des projets, et je veux bien être dans ces ateliers de théâtre. Voilà, donc il y a mon réseau, ma méthode de travail et me professionnaliser. C'est dense, hein, je vous délivre beaucoup de choses mais... J'ai beaucoup parlé à toi. Donc, moi, ce que je retiens de cette licence pro, pareil, ça va être 3 points, c'est comme toi. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes points, même si on se rejoint sur certains. Le mot-clé que je donnerais pour ça serait nouveau départ. J'ai vraiment eu l'impression dans cette licence pro de semer des graines. Je n'en avais pas conscience alors, qui ont semé jusqu'à aujourd'hui. Toutes les créations, toutes les pièces qui ont une actualité aujourd'hui viennent de la licence pro. Par exemple, Revanche vient clairement de l'alliance entre la pédagogie, ce que m'a appris Bernard, et la création. Et Loire Recoin, quand il m'a téléphoné, il avait raison.
Vous allez voir, vous allez renouveler votre pédagogie théâtrale, ce que j'avais du mal à croire à l'époque, tellement j'en avais fait, mais c'est vrai. Et il y aura de la création. Et revanche, c'est la naissance des deux. Pourquoi ? Parce que j'étais embauchée dès l'année de licence pro à la Comédie Saint-Michel, où ils ont des stages un peu folklore quand même. Au niveau de la conception, il faut qu'en 5 jours de vacances, je monte un spectacle d'1 heure avec des enfants de 7 à 16 ans, avec certains qui sont là le matin, d'autres là l'après-midi, et certains qui sont là aussi le matin, l'après-midi. Débrouillez-vous. Donc, face à ça, heureusement qu'il y avait les méthodes de Bernard. Je ne m'en serais pas sortie sinon. Pareil. Secret, réduction de texte, démultiplication des personnages, situation, rituel, voilà. Je mettais en application tout ça. Puis un jour, pour un des stages, j'ai pas eu de pièce coup de cœur, j'ai pas eu l'idée d'une pièce. Et me vient l'inspiration de cette pièce, de revanche. Et je l'écris pour un atelier, avec ces conditions-là. Donc ça veut dire un atelier pour beaucoup d'élèves, donc c'est pour ça que dans la pièce, il y a 19 personnages et voix. C'est une pièce où, justement, qui a été écrite aussi avec l'idée du cœur derrière. Ça se voit dans l'écriture avec la répartition des répliques. C'est une pièce aussi pour un théâtre privé où quelquefois les élèves aiment bien avoir leur morceau de bravoure. Donc je leur ai écrit des petits monologues qui peuvent être aussi divisés en plusieurs personnages ou même en toutes sortes de répliques. En vue d'un jeu par une compagnie professionnelle, j'ai limité le nombre de personnages à 5 par scène, mais on peut tout à fait en mettre plus. Cette pièce a été faite à la base pour un grand atelier. Et il y a aussi l'idée d'action. Là, Bernard, en le présentant, parlait d'un groupe qui se rebelle contre les oppresseurs, c'est ça. Ils sont toujours dans l'action, dans le fait de faire des groupes secrets. Parce que je sais que les pré-ados, les ados aiment bien aussi ce genre de choses. Il y a des situations différentes à chaque scène. Là aussi, c'est les cours de Bernard, créer des lieux, des situations à chaque fois différentes pour qu'ils puissent créer des ambiances, des atmosphères différentes à chaque fois qu'ils montaient une scène. L'idée de rituel, tout ça a nourri la pièce. Et voilà, j'ai écrit des pièces avant, une pièce avant. C'est la première scène-là qui est éditée sous mon seul nom propre, parce que je n'avais édité d'autres avant, mais c'était dans des recueils. Donc d'abord, l'alliance pédagogie et création. Ensuite, autre point qui a été très très important pour moi et qui est à l'origine aussi d'une autre pièce, qui a une actualité ce mois-ci, Range ton cœur et mange ta soupe, qui est cette fois une pièce tout public, ça a été les stages. Et vraiment, les stages, c'est un point, je dis ça pour ceux qui n'ont pas fini leur année de licence pro, c'est un point essentiel dans votre parcours, parce que pour moi et pour beaucoup d'autres camarades de ma promotion qui ont choisi des stages vraiment en lien avec leur profil, ça leur a permis de trouver du travail. Ils continuent leur partenariat avec des gens qu'ils ont rencontrés lors de stages, où ils ont été embauchés par des structures qui les avaient pris comme stagiaires. Personnellement, j'ai fait 2 stages, un dans la compagnie de Bernard, parce que je voulais des stages en lien avec l'écriture. Et c'est difficile, je ne voyais pas au départ comment trouver des stages en lien avec l'écriture. Bernard nous avait parlé de sa compagnie de théâtre Forum. Déjà, ça m'intriguait, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais envie de découvrir. Et puis, c'est une écriture constante de pièces selon les projets. Donc, j'ai commencé par ce stage-là, j'ai fait un cahier dramaturgique. Et puis, il m'a confié aussi l'écriture d'une pièce, Le coup de l'effort, sur les risques psychosociaux. Et j'ai encore les conseils de Bernard sur la force de l'écriture en tête. Ils me suivent partout. Donc, j'ai vraiment pu travailler l'écriture dramatique grâce à la collaboration avec Bernard. Mon deuxième stage, c'était aux écrivains associés du théâtre. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, c'est une association d'auteurs professionnels qui vise à défendre le droit des auteurs, à promouvoir aussi les écritures dramatiques contemporaines. Devant mon désarroi, je ne trouvais pas de stage. Une amie de licence pro, Armelle d'ailleurs, que vous connaissez, certains, Armelle Bossière, me dit, mais tu sais, moi j'ai un cours avec Dominique Paquet, qui est délégué général des écrivains associés du théâtre, tu devrais aller la voir, peut-être qu'elle t'aiguillera. Je vais la voir, et à ce moment-là, se crée Catimino, qui est devenu depuis Théâtre au Minot, un festival pour le jeune public lors des écritures théâtrales jeunesse du 1er juin. Ils ont besoin de monde, il me dit, si tu veux, tu viens à la communication. Alors moi, la communication, l'administration, c'était pas vraiment mon truc.
Mais je me suis dit, et d'un, je pourrais apprendre des choses, et de deux, ça m'intéressait de voir de l'intérieur une association d'écrivains. Parce que mon but était de consolider mon réseau et de découvrir ça de l'intérieur. J'y vais et je colle des affiches, je passe des coups de fil pour la diffusion de ce festival, je crée quand même des fiches pédagogiques pour me rendre aussi un petit peu utile à ma façon. Et effectivement, comme j'ai accès à la boîte mail, aux envois que l'on fait aux membres des EAT, je vois appel à texte. Appel à texte de la compagnie Seuil Création. C'est celle qui est juste en face, je ne sais pas si il y a une école de théâtre juste en face de la Sorbonne, voilà, j'ai aucun sens d'orientation, elle est là. Il cherche des formes de 30 minutes avec pour thème à table. Ça m'amuse, je réponds et je gagne. Je suis lauréate de cet appel à texte et grâce à ça, je peux être mise en maquette, c'était un des prix, au Théâtre 13 sur scène. Cette mise en maquette, ça donne un élan, ça donne un souffle, on a envie de continuer parce qu'avec une pièce tout public de 30 minutes, on ne va pas loin. Donc je me dis, allez, il faut que j'en fasse une pièce d'1h30. Au bout d'un an, j'en fais une pièce d'1h30 que je commence à faire lire, que j'envoie au comité de lecture. Et cette pièce gagne l'aide à la création Arsena CMT. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une bourse qu'on donne aux auteurs, plus une aide au montage à la création. Puis cette pièce a d'autres sélections à des comités de lecture. Et coup de cœur du comité de lecture du Théâtre de la Tête Noire, qui est un centre aussi pour les écritures contemporaines. Et elle va être mise en espace le 1er février prochain par Patrice Douchet à Saran. Ce n'est qu'à 1 heure de Paris en train, et on peut faire l'aller-retour dans la soirée. Voilà, je vous dis ça au cas où. Très bien. Donc pour vous dire, je ne serais pas rentrée dans cette association à ce moment-là, j'aurais pas eu ce petit appel à texte qui m'a permis de construire cette pièce, d'aller plus loin dans ce projet. Et le jour où je suis partie des écrivains associés du théâtre, c'était le 25 juin, ma première pièce est publiée dans un recueil. C'est une courte pièce pour atelier aussi, que j'avais fait jouer dans un atelier précédent de la licence pro, dans un théâtre où je travaillais, et c'est une pièce plutôt pour des primaires. Et je dis ça aux membres des EAT, je leur dis, voilà, je vous quitte, mais j'ai ma première pièce qui est publiée. Et comme une des conditions pour entrer aux EAT, c'est soit d'être joué, soit d'être publié, ou d'avoir gagné des prix, ils me disent, si tu veux, tu restes avec nous. Donc je suis restée avec eux, ce qui m'a permis, là encore, d'avoir un cadre, de comprendre des choses au sujet de l'assurance des auteurs, la GSA, la retraite, d'avoir des appels à texte, d'avoir un peu plus de réseau, des manifestations qui permettent de me faire connaître. Et maintenant, je suis membre du conseil d'administration des EAT. Voilà pour les stages. Sinon, le troisième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait, grâce à la licence pro, à la fois de revenir à soi et de s'ouvrir aux autres. Dans le sens où, et là je vais vous parler de prochains projets de création que je vais faire en résidence, j'ai une pensée pour les phylactères que vous avez vécu, qui nous ont mis une trouille bleue pour rentrer. Eh bien, ce phylactère, les premiers mots de ce phylactère, je les ai repris pour la présentation d'un prochain projet d'écriture que je vais faire en résidence. C'est-à-dire que ce phylactère, il est là pour nous présenter, et il est allé chercher des choses profondes en nous et chez tout le monde, parce que je connais bien mes camarades de licence pro maintenant, et je sais qu'ils ont tous montré, consciemment ou inconsciemment, des choses très intimes. Et moi, ces premiers mots étaient importants pour moi, et d'ailleurs, ça sera donc l'occasion d'un prochain projet d'écriture. Plus des cours d'atelier d'écriture au plateau sont aussi à l'origine de notre projet de résidence que j'ai mené à la Chartreuse en février. Projet de résidence où, là je regarde Marco, où les relations scène-salle seront aussi au cœur du projet. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, toutes les ouvertures que j'ai appris grâce aux cours, théoriques ou pratiques, continuent à mûrir en moi, à germer. Et là, ce travail sur le rapport scène-salle, sur la scénographie, va être au cœur aussi d'un prochain projet d'écriture. Et je voudrais terminer sur ce point, s'ouvrir aux autres. Je ne peux pas parler licence pro sans parler du groupe, sans parler des copains, parce que c'est important, les copains, quand on reprend des études, quand on n'a plus 20 ans, mine de rien. C'est important aussi d'avoir des gens de tous les âges, de tous les horizons.
Et ces copains, moi, j'ai pas créé de projet pendant la licence pro avec eux. Ils ont été un soutien indéniable, une source de joie, d'échange. Mais voilà, c'est des amitiés déjà solides. On va faire confiance parce qu'on s'est connus pendant 1 an, parce qu'on a travaillé ensemble, on a mené des projets ensemble, on sait à qui on parle. Et il y a un lien véritable qui s'est créé, qui n'est pas toujours là ailleurs. Et puis, quelquefois, on se dit, il faudra qu'on fasse quelque chose quand même ensemble. Voilà, là aussi, il y a des envies qui continuent à germer. Une conclusion ? Oui. Alors avant de conclure, je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse. Je ne savais pas qu'Ariana, tu allais être là ce soir. Et avant d'entamer la conclusion, en fait, je me vois moi faire la licence en 2011-2012 et maintenant en 2018, c'est une femme qui est en licence pro qui est venue dans un des ateliers de théâtre que j'anime dans une école élémentaire à Paris et qui s'est chapeautée par Lydie. Donc vous voyez, en fait, ça me fait tout drôle d'un seul coup. Je me dis, tiens, moi, la jeune qui devient un peu plus vieille, allez bien mon petit poussin. Voilà, et on a passé des moments très sympas, des moments très durs. Hein, on se débriefait en disant, c'était nul, ça va pas du tout, voilà. Et puis des belles surprises quand tu arrivais avec tes cocottes que tu avais eu le temps de faire pour les loulous. Enfin voilà, je voulais juste faire ça avant de... Parce que ça aussi, ça parle de la licence. Donc en conclusion, nous avons toujours nos deux mots forts. Donc, peut-être que tu peux offrir le tien pour la conclusion. Je savais pas qu'elle va... Ah oui, si, pardon. Si je mets le mot fort, j'en ai 2. Ouais. C'est patience et ténacité. Parce que, oui, tout est encore à construire. Et la construction, ça s'arrête jamais. Et moi, j'ai choisi être attentive. Donc je vais juste vous remettre en mémoire avant que nous ayons notre temps d'échange. Donc pour nous, aujourd'hui, ce que l'on voulait vous témoigner, c'est que la licence, ça a été pour nous acquérir une méthode de travail, être dans l'action et travailler efficacement. On travaille, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi je me sens vraiment dans le travail maintenant. Avant je travaillais, mais là il y a vraiment quelque chose qui sonde en profondeur. L'expérience elle continue jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est ça qui est intéressant, mais je me rends compte que quand j'arrive à un atelier pour transmettre, je sais où je vais en fait. Voilà, je savais avant, mais là c'est vraiment clair et du coup je présume que les gens me suivent. Le réseau, vraiment c'est très important. Celles et ceux qui font leur licence actuellement, on s'en rend pas compte, mais voilà, moi j'ai 3 collègues, on se voit toujours, hein, on a été diplômés en 2012, 2018 et c'est toujours là. Et on s'appelle et on se fait intervenir sur des projets, voilà. Autre point très important, se professionnaliser. On sent vraiment qu'à un moment, quand on va démarcher les gens, il y a ce diplôme qui est reconnu et les gens s'en parlent. Et nous, ça nous donne aussi une stature. Affiner ses projets, revenir à soi, comme tu l'avais dit. Et alors la patience, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Il y a beaucoup de choses qui me nourrissent dans ma vie et moi j'avais vu aussi le documentaire d'Agnès Varda, Visage Village, et parfois j'ai envie d'arrêter parce que c'est dur, parce que je me dis que je ne sers à rien, que je suis bien prétentieuse avec mon petit travail dans les écoles, voilà. Et Agnès Varda, elle dit dans ce documentaire, il ne faut jamais arrêter en fait. Elle a bien raison. Et pareil, c'est des gens que je remercie. Et elle parle de la puissance de l'imagination. Donc parfois, quand j'en ai marre, là, je viens de le dire à Bernard, parce que j'ai fait un atelier qui ne s'est pas bien passé. Et j'ai dit, c'est pas grave, ça sera mieux demain. Et il y a toujours une humilité, voilà. C'est bien aussi, parce que comme ça, on ne se prend pas trop au sérieux. Voilà. Et quand je parle de patience, c'est très marrant. J'avais une petite anecdote comme ça. Dans ma commune, il y a quelques années, j'avais été voir la médiathèque et tout était compliqué. Je voulais proposer des projets, faire des lectures théâtrales pour le festival d'automne. Et les gens, ils sont complètement sidérés. Non, c'est compliqué, la mairie, c'est compliqué. Ok. Donc toi, tu repars. Tu dis, super. Voilà, énergie, vive la France. Hein. Et puis, 2018, donc presque
ouais, 8 ans après, j'ai un projet qui se fait dans ma médiathèque. Et ça, c'est trop fort, tu vois, tu te dis donc, il y a quelques années, voilà. Donc c'est mes loulous, on a écrit une pièce de théâtre et en fait, ils vont jouer pour une date anniversaire, donc c'est vachement chouette. Aussi, ce qu'on voulait vous dire, c'est d'anticiper. Par exemple, moi, je pense beaucoup, parce que je suis beaucoup sur la pédagogie, je pense beaucoup à la réforme du bac. Donc j'ai été un petit peu voir, et donc il y a des choses à faire et par exemple je suis en train de monter un projet de classe d'impro et de prise de parole dans le public et de culture aussi théâtrale dans un lycée à Fontenay, voilà, d'anticiper aussi les choses et voilà, l'effet licence pro, ça ne s'arrête pas à la remise du diplôme, ça continue à travailler en nous même des années après. Nous en avons fini, on vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà, maintenant le temps est à vous parce qu'on vous a un peu pris pendant 50 minutes. Donc maintenant on peut échanger, on peut partager aussi des choses, on peut se questionner, on peut rebondir sur des choses que vous avez aimées ou pas aimées, ou des désaccords ou des accords. Voilà. Donc c'est à vous. Voilà. Et si vous avez des choses qui ont été importantes dans votre parcours de licence pro, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Si vous avez des éléments qui vous questionnent aussi, des choses... Oui. Oui, tout à l'heure tu as dit que tu avais été interpellée pour l'autorité, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ouais. Comment tu t'es servi de cette phrase pour arriver où tu en es aujourd'hui? Alors en fait, je crois que j'étais pas du tout une adulte qui intervenait devant des enfants. Qui intervenait? Devant des enfants, ouais. Devant des jeunes en fait. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça, que ça marchait pas tant que moi-même j'avais une posture qui était pas celle d'une adulte en fait, même si je suis une adulte en fait. Je sais pas si je suis claire. En fait, les enfants, ils te suivent si tu leur donnes confiance. Et tant que toi, tu n'as pas cette posture d'adulte face à eux pour leur donner confiance, ils ne te suivent pas. Alors, qu'est-ce que tu appelles une posture d'adulte? Ah ben ça, je pense que c'est chacun doit la chercher. Moi, ça passe, parce que moi j'ai beaucoup d'énergie, je suis très drôle, donc ça marche. Bah oui, on a tous nos outils, voilà. On sait un petit peu où on est, mais déjà, j'avais pas du tout confiance en moi. Mais alors pas du tout, et alors ça, ils le sentent tout de suite. Mais pas du tout, donc déjà, je savais pas les regarder, je savais pas me posturer. Après, j'ai utilisé plein de choses. Par exemple, je ne me mets plus jamais en colère. Maintenant, c'est le regard. Et ça marche, quoi. Donc en fait, c'est des choses que tu vas chercher. Alors moi, au début, en fait, c'est parce que après, j'assumais pas aussi certaines choses, tu vois. Parce que tu t'as testé plusieurs postures, attitudes avant. Mais je suis en constante recherche. D'accord. C'est ça qui, en même temps, parfois est difficile et en même temps est assez génial. Parce que c'est à chacun d'entre nous de trouver quel pédagogue tu es, en fait. Donc moi, je peux partager des choses, mais après, ce que je vais te transmettre, ça va peut-être ouvrir des petites portes, mais après, c'est toi qui va peindre ta porte, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, si. Mais quand elle m'a sorti cette phrase, ça m'a... Mais c'est horrible, celle-là. Et quand j'ai vu cette maîtresse travailler, je dis, mais c'est extraordinaire. Elle ne crie jamais. Elle est super intéressante. Les gamins, ils la suivent. Voilà, donc c'était chouette qu'elle me dise ça. Et surtout, ne plus crier. Ça, c'est vachement chouette. Et toi, tu arrives par le regard à obtenir le silence. Ouais, je me mets en silence et j'accepte de perdre du temps. Pas grave. J'accepte. Avant, je suis hyper stressée. Enfin, moi, c'est ce qui me... Parce qu'il y a des moments, je vous cache pas, moi, ça a été dur. Hein. J'ai appelé Lydie, je dis, ouais, je suis nulle, je vais me jeter dans le canal de l'Ourcq. Mais j'ai eu vraiment des moments où je dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire? J'en ai 22, je pète un câble, je suis pas faite pour ça. Voilà, j'ai eu vraiment des moments comme ça. Et donc il faut aller chercher des outils parce que maintenant je veux garder le plaisir en fait. Voilà, ça Super, va ça? Merci beaucoup. Bah, je t'en prie.
Si je peux me permettre, Oui, Ariana. quelque chose de particulier que tu as, c'est que tu as une douceur et une gentillesse. L'intimité, ça n'a pas marché du tout. Bah oui, tu vois, parce qu'on Mais- n'est pas pareil. Elle a une capacité de demander avec juste est-ce qu'il t'aurait la gentillesse de t'asseoir. Et ça marche. Tout le monde se fait et ça marche. C'est incroyable. Bah oui, parce qu'au début, ah, au début j'étais comme ça. Et tu repars et t'es mal, quoi. En fait, t'es horrible, quoi. T'es en 6e dessous. C'est la T'es construction. aux enfers, quoi. T'es avec Thanatos, tu vas mourir. Et tu dis plus jamais ça. Voilà. Bah, c'est gentil, ça me touche beaucoup, Ariana. Mais bon, Alors, voilà. Je te pose une question. Oui, Bernard. Alors, non, parce que tu nous parles d'une façon d'être, que tu as évolué dans ta façon d'être, avec, sur le regard, sur tout ça, le fait d'être plus zen, etc. Et ce que j'aimerais savoir, c'est que tu détailles ce que tes façons de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ta monnaie d'échange avec les groupes avec lesquels tu travailles? Ta monnaie d'échange, j'entends. C'est-à-dire, quels sont tes projets? C'est-à-dire, tu m'en avais parlé, comme ça tu avais évoqué ça. Par exemple, tu as fait des projets avec des élèves décrocheurs, tu as fait des élèves... Ah, mais ça, c'est incroyable. Ben oui, qu'est-ce qui est incroyable? Bah, J'aimerais bien parce- que tu nous parce dises que, qu'est-ce que tu fais avec eux et à quoi tu aboutis, dans quoi tu les engages, voilà, Alors, théâtralement. j'ai pas dit tout parce qu'après, voilà. Ben non, il faut tout dire. Oui, mais C'est vraiment. c'est-à-dire pareil, après dans mon parcours, je rencontre une femme extraordinaire qui est coordinatrice au rectorat de Créteil. Et avec elle, j'ai un atelier avec des migrants, donc on apprend le français par le théâtre. Et pareil, je savais pas que j'allais faire ça. Alors je crois que ça c'est juste topissime. C'est un truc topissime qui m'arrive dans ma vie de femme, voilà. Et il y a aussi les décrocheurs scolaires, et je les ai sur 5 semaines. Et on repasse par le théâtre pour savoir être ensemble, remettre un projet scolaire. Donc voilà, j'interviens, j'ai 4 heures de théâtre sur 5 semaines, donc j'ai 4 et 5, 20 heures, j'ai un volet de 20 heures. Et j'ai des jeunes qui sont entre la seconde et la terminale et qui n'ont aucune affectation, aucune école, aucun lycée. Donc en fait, ils sont électrons libres. Et au lieu de les avoir électrons libres, c'est là où on a un pays magnifique, en fait non, il y a des structures. Donc moi j'ai découvert ça, c'est la mission contre les décrochages scolaires, qui passe par avec des fonds européens, donc c'est incroyable, tu découvres tout ça. Et je les ai, et voilà, et parce qu'il y a eu tout ça avant, je peux être face avec des jeunes qui sont extraordinaires, qui ont eu des vies complètement cabossées, c'est pour ça qu'ils sont là, et par maintenant ma posture, donc j'arrive à déconner, mais en même temps je suis avec des rituels, et en fait ils reviennent tous. Tu peux me dire, Ouais. Oui, mais raconte-nous raconte-nous comment tu les engages dans le jeu. 2 trucs. Ah bah déjà, moi j'ai parce que je me suis quand même tapé des endroits dans des ZEP. Non, mais celui-là. Voilà, moi j'ai un prof en ZEP, il m'a dit il faut que tu sois plus cinglé qu'eux. Ce que je suis. Donc en fait ils adorent, parce que d'un seul coup, après c'est très facile pour moi. Voilà, parce que... Et en fait ils arrivent et c'est justement pas un endroit scolaire. C'est un endroit où je les accueille, c'est un endroit où je leur dis ce qu'on va faire. Donc concrètement, il y a tout simplement un échauffement physique qui est hard, et je les mets dans un truc, voilà. Après, il y a des jeux structurants du théâtre, et après, c'est que des mises en jeu, des improvisations, beaucoup d'impro, avec des thématiques différentes. Par exemple, le lycée, un entretien professionnel, voilà, je les mets en scène, très cadrés, avec des thématiques, et en fait, ils sont topissimes, quoi. Parce que moi, j'ai pas leur, entre guillemets, j'ai pas leur passif. Et là, je suis juste en train de leur dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu aussi. Oui. Ils sont topissimes, c'est-à-dire jusqu'au bout, ils sont là. Même s'il y a une restitution, ils sont là. Ouais. Alors, moi, c'est juste une anecdote.
être allée à un spectacle, justement, un rendu de ce... J'ai échangé quelques mots avec la jeune femme qui fédérait la chose. Et elle m'a expliqué qu'une heure avant l'heure du spectacle, ils n'étaient pas encore. Ben Donc, ouais. je ne sais pas comment on gère. Bah, en Non, fait, mais donc ça tu t'est pas sais, à arrivé, chaque mais fois, bon. j'essaie, c'est ce que disait Monsieur Lalias. En fait, moi, je me dis, après, il y a des moments où on ne travaille pas tout de suite. Hein. Tu sais, parfois, le cours, il démarre à 45 minutes parce qu'il faut régler une carte puce. Voilà, c'est ça qu'il faut accepter, en fait. Et ils ne veulent pas être dans le jeu parce qu'ils ont peur, justement. Donc, tout ça, tu le comprends, en fait, au bout d'un moment, les livres, les lectures. Et j'avais tout faux, moi, à un moment. J'ai pris un bouquin sur les décrocheurs scolaires, j'ai pris un bouquin sur les troubles du comportement, et j'avais tout faux. Je criais, je punissais, ok, voilà. Et en fait, moi, ils reviennent parce que je pense à ça. Je veux qu'ils passent 4 heures et en fait, on se marre, quoi. On se marre, on se poile, mais c'est rock'n'roll, quoi. C'est rock'n'roll parce qu'ils sont complètement azimutés, quoi. Donc, oui, mais je confirme que le spectacle a eu lieu, moi. Oui, voilà. Après, c'est de recréer du lien, en fait. Ça passe. Oui, Madame Célébrant. J'ai le sentiment que dans ta méthode aussi, tu leur laisses beaucoup de place. C'est-à-dire tout en ayant le français numérique. Oui, parce qu'après, on est parti en Tunisie avec Lydie. Voilà. Voilà, j'étais passée dans ton atelier avant. Et tu avais installé ton atelier avec les rituels, l'espace, Ah bah oui. etc. C'est quelque chose de Comme Bernard a mis le scotch au sol. Exactement. Mais tu avais une phrase, tu vois, là, ça me frappe quand tu parles de l'alias, tu avais une phrase de tableau. Oui, Et possible. tu commençais ton atelier en disant, ouais, comment elle résonne chez vous. Donc, à la fois, il me semble, Ouais, ouais. mais qu'en termes de méthode, j'ai vu plusieurs fois animer des ateliers, que tu as à la fois un cadre, on revient à la famille d'expression, tu as à la fois un cadre très précis, et qu'en même temps tu vas utiliser des phrases, tu vas leur demander d'exprimer aussi sur ce qu'ils avaient vécu, de l'évolution, de la place de la femme, etc. Enfin, on sent que c'est des choses qui te touchent et qui leur laissent cette place. Donc peut-être que c'est comme ça aussi que tu les accroches. Parce que tout à coup ils sont Merci. Mais je crois que c'est là où on en est, puis après vous aussi, messieurs, je crois que c'est aussi le bénéfice de la route, en fait. C'est-à-dire, plus tu cumules les miles, plus tu prends en épaisseur, en fait. Moi, au début, je sais que je suis partie au début d'une transmission égocentrée. Ah, et je crois qu'aussi, Bernard, tu l'avais dit, c'était un moment, t'es là, mais c'est là. Et même aujourd'hui, c'est comme ça on n'a pas arrêté de penser à vous en disant, mes gars, ils sont là, et qu'est-ce qu'on va leur dire, et qu'est-ce que... C'est aussi ça, un moment qui fait que... Bon, c'est pas une question, mais en vous entendant l'une et l'autre, je suis sûr de ça depuis longtemps, mais ça continue à m'étonner, c'est la formation continue qui marche aussi beaucoup. Puisque quand on a inventé ce diplôme ici, ça n'allait pas de soi de vouloir imposer un diplôme de formation continuée à côté de tous les diplômes de formation initiale qu'il pouvait y avoir et qui étaient les seuls à être pris au sérieux, tu vois, du genre je fais la licence générale, pourquoi j'irais faire une licence pro, enfin des choses comme ça. Et en fait, là vous êtes en train de dire, non seulement on a continué, puisque vous aviez l'une et l'autre des formations, mais vous continuez de continuer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'habitude de dire on n'a évidemment pas fini. Personne, jamais. Donc on se remet au boulot parce que bon, ça a été je crois que ça a été une des vertus des licences pro quand elles marchent, c'est de dire on repart sur des bases un peu différentes. Et dans d'autres lieux, je suis frappé par le fait que les gens acceptent de se remettre en question alors qu'ils ont une formation. Enfin, voilà. Donc c'est pas une vraie question, c'est une réaction à ce que vous avez dit, parce que c'est pas la première fois que ça me frappe, quoi. Cette espèce de volonté de dire finalement je peux continuer, ou je peux faire autre chose, ou je peux y aller, c'est autorisé. Et là je travaille à l'ERAC, qui est une école de théâtre, une école supérieure, donc on les prend 14 par concours, et on fait exactement presque le travail inverse.
C'est-à-dire maintenant je suis très très content, on les envoie systématiquement dans les classes, tout niveau, en deuxième année, donc des futurs acteurs professionnels, sont recrutés comme ça. Et je pensais qu'ils feraient la gueule, et non. Plus le temps passe, plus ils reviennent en disant « je suis en train d'apprendre des choses extraordinaires sur mon métier d'actrice ou d'acteur ». Parce qu'ils vont travailler avec des enfants. Donc ça aussi c'est intéressant d'avoir la chose presque inversée comme ça. Vous avez la même chose au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Oui, enfin pas exactement. Enfin oui, il y a une formation de l'intervenant. Il y a eu longtemps, je ne sais pas si ça tient encore. Alors je l'ai revu sur le site là. D'accord. Là, parce que là c'est assez bizarre, parce que ça s'accompagne de tout un mouvement de la ville de Cannes, ce qui est assez surprenant, en faveur d'un travail beaucoup avec les jeunes, de l'écriture, de théâtre jeune public qui n'existait pas il y a 3-4 ans à Cannes, quoi. C'est assez... Et à l'intérieur de ce diplôme, ça donne une nouvelle corde aux intervenants, mais aussi à leur formation d'acteur, je trouve. Je trouve que c'est important de ne pas être tout le temps au centre. Et l'acteur, il est tout le temps au centre. Voilà, c'est ça. Et là, quand tu animes un boulot avec des enfants, tu es un peu décentré quand même. Oui, tout à fait. Pauline. Bonjour, moi je m'appelle Pauline, j'ai fait la licence en 2015-2016 et je travaillais déjà avant en atelier avec des enfants en primaire. J'ai un parcours de comédienne et donc je me suis inscrite en licence pour confirmer et pour continuer à apprendre. Voilà. Et il se trouve que cette année, en fait, j'ai retenu 2 choses importantes dans ce que tu disais, c'est effectivement la méthode et la professionnalisation. Il se trouve que cette année, c'est 2 blocs auxquels je suis confrontée et c'est un peu la première année où ça m'arrive de valoriser à la fois mon expérience, mes compétences auprès de n'importe qui, que ce soit un chef d'établissement ou une mairie ou voilà. Il y a toujours quelqu'un de mieux avant moi ou quelqu'un de je sais pas. Il y a toujours, pour l'instant en tout cas, la difficulté que j'ai, c'est de faire valoir ce diplôme comme étant réellement un atout. Voilà, en dehors du fait de effectivement ne pas sortir d'une école nationale et avoir l'expérience de pouvoir se décentrer avec des enfants, parce que ça fait partie aussi des comédiens, pédagogues qui sont sur notre marché d'intervenants et qu'il est difficile de lutter aussi avec eux vis-à-vis des institutions, puisque les lycées sont partenaires dans théâtre nationaux ou pas, et que pour avoir fait mon stage dans un lycée à option théâtre, il était très compliqué, même malgré mes compétences, et vraiment ça s'est très très bien passé, de pouvoir prétendre à m'inscrire en tant qu'intervenante dans ce lycée-là. La priorité était à ceux qui étaient validés par le théâtre qui avait partenaire avec le lycée. Bon, bref. Donc voilà, la professionnalisation n'est pas si facile que ça, mais tu as raison dans ce que tu dis, ténacité, tout ça, machin. C'est vrai qu'il faut y aller, ça met du temps, ouais, c'est sûr, ça met du temps à se reconnaître. Et ensuite, la méthode, là, c'est vraiment assez anecdotique, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Je fais des ateliers en ce moment, une grande tranche d'ateliers le mercredi après-midi de 4 ans et demi, boum, jusqu'à 14 ans. Boum. Et il se trouve que pour les ados, la méthode que j'aime et que j'applique ne fonctionne pas. Résistance passive sur les languettes, sur tous les rituels, tous les trucs. On veut des rôles. On veut des rôles. Et alors là, déjà je le prends pour moi, évidemment, en me disant c'est moi qui n'applique pas correctement la méthode. Et en fait, c'est un public de jeunes qui fréquentent un établissement, une association dans lequel ils font du théâtre par plaisir, parce que c'est leur truc, tout ça. Donc j'ai rien à faire à ce niveau-là, au niveau de la motivation. Mais par contre,
Je pense qu'ils sont depuis des années, probablement, ils sont dans une logique de on fait une pièce, on joue, et puis voilà. Et c'est dévastateur, en tout cas pour moi, en tant que pédagogue, déjà, parce que j'ai l'impression que je n'ai rien à leur apprendre rien à faire que de la direction d'acteurs, avec des gens qui ne sont... Voilà, et puis c'est pas très intéressant pour moi. Et d'autre part, tout ce que je leur propose leur paraît mais d'une incongruité pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire avec ces placements en escadrille, par exemple? Tu vois, des trucs et moi ça me déconcerte parce que, et tout ça est quand même bien travaillé, enfin je veux dire, je me moque pas d'eux, quoi. Tout ça est rapporté à une pièce, parce qu'au départ je voulais créer un truc collectif avec eux, en écrivant avec eux sur les métamorphoses par exemple, et puis finalement j'ai bien vu que ça commençait à pas être super, donc paf, j'ai pris un texte jeunesse, et là pareil. Donc, alors je peux peut-être te répondre parce que j'ai eu le même problème. Moi, Bien. quand je suis sortie de la licence, je trouvais ça tellement magique, la méthode de Bernard. J'ai pris... Non mais... T'es là, Non, mais la bonne, le kit qui serait pas là, je dirais la même chose. Ça va, t'es là. J'ai trouvé ça tellement magique, j'ai pris, j'ai appliqué. Et comme je vous l'ai dit, ça m'a sauvé la vie. Mais le fait de diviser ainsi parfois la parole pour des grands groupes, pour que tout le monde joue, pour que tout le monde soit au plateau. Moi, dans mon théâtre privé, il y en a qui ne voulaient pas. J'ai même des parents qui sont venus me voir à la fin d'un spectacle. Waouh, mon fils, il dit que 3 lignes. Il était là tout le temps, mais il dit que 3 lignes, tout ça. Indignés, ils voulaient leur morceau de bravoure. Certains enfants aussi, qui jouaient aussi au théâtre de l'Odéon, voulaient leur morceau de bravoure. Et j'ai eu ce problème. C'est pour ça que je me suis dit, bon, la méthode est géniale, mais là, dans mon contexte, il va falloir que je l'adapte. C'est pour ça que quelquefois, j'ai rallongé un peu les répliques. Pour certains. C'est pour ça que dans la pièce, j'ai écrit parfois des monologues. Je vois si la méthode Bernard fonctionne ou pas. On va faire... C'est pour ça que parfois, c'est il y a pour ça des qu'il y a des monologues. tirades chez Racine, alors. Parce que les ados, ou même les élèves, voulaient un peu plus, voulaient être sur le plateau, mettre un peu plus de tripes, jouer, tout ça. Donc j'ai écrit des monologues pour moduler selon certains. Parce que, voilà, certains, ce n'est pas leur conception du théâtre. Et même quand je suis avec des adultes, la méthode de Bernard, ce n'est pas leur conception du théâtre. Progressivement, ils vont... Ben oui, eux, ils veulent le metteur en scène, l'acteur. Bon, je sais que la première année où j'ai donné ce cours-là à des adultes, le départ, c'est très très mal passé. Et je comprenais pas, parce que moi, je trouvais ça tellement joyeux, je m'étais tellement éclatée dans le cours de Bernard, pourquoi une telle résistance en face de moi ? En fait, ils voulaient que, j'ai compris, après ils m'ont expliqué que je sois le metteur en scène, ils étaient les comédiens, et puis je les mettais en scène. Et ce qui est un plaisir aussi, et je le comprends. Donc, j'ai adapté, j'ai mixé les deux. Parce qu'en même temps, je crois à cette méthode, vraiment. Et en même temps, ils sont là pour se faire plaisir. Donc, je rajoute du texte. Donc, je crée des moments où ils vont créer leur monologue, où il y a des moments, les ados, s'ils n'ont pas assez de texte, ah ouais, tu penses que là, tel personnage pourrait dire ça? Tu m'écris? Il écrit, je réécris vite avec eux. Je dis vite parce que chaque fois j'ai 5 jours, donc j'ai peu de temps. Et ils ont leur morceau de bravoure. Donc, et ça c'est valable pour tout enseignement. On nous apprend quelque chose, après, à nous aussi de l'adapter. Et je dis ça pour les nouveaux licences pro, à nous de l'adapter selon le contexte. Voilà, mais j'ai eu également les mêmes difficultés. Moi, je peut-être... Pardon, monsieur. Non, mais je sais pas, c'est vous, allez-y. Moi, je peux peut-être partager quelque chose avec toi. J'ai une classe d'ados aussi, et en fait, c'est aussi à toi de le sentir, maman. C'est-à-dire que là, par exemple, on travaille sur l'histoire du théâtre racontée par De Guenne. Et au début, c'est là... démocratie, direct, le théâtre grec et tout. Et en fait, j'ai pas lâché, quoi. Et à un moment, je leur ai pas donné, voilà, je leur ai dit c'est comme ça, on y va, vous me faites confiance, on y va. Ok. Et ils kiffent. Ah ouais. Oh, madame, comment il s'appelle? Ah ouais, c'est Bacchus, c'est génial le truc où il se tient les cuisses et tout, j'ai adoré. Et ils sont ah ouais, les coryphées. Et en fait, à un moment, ça c'est ce que j'ai aussi appris d'instituteur. Pas le droit d'embrayer et de dire
Parce qu'il faut aussi qu'on s'amuse, nous. Il faut aussi... Ouais, c'est sûr. et en fait, tu comprends que ce ne sont que leurs peurs qui s'expriment. Pas forcément, parce que là, effectivement, ils sont habitués à présenter une Ils sont habitués, restitution. donc d'un seul Voilà, coup, toi, tu leur dans un théâtre. miquette. Et du coup, après, c'est une éducation différente. C'est-à-dire que moi, je suis remplaçante sur ce truc-là. Donc, effectivement, on est d'un travail... on fait un travail qui est de toute façon qui repose sur notre personnalité en dehors de nos méthodes et de voilà, donc forcément ma méthode est sensiblement différente, ma personnalité l'est aussi, et dans un cadre effectivement d'ateliers de gens qui viennent parce qu'ils ont le plaisir, je me suis rendu compte que si je ne correspondais pas, si je n'étais pas dans la continuité de ce qu'ils avaient fait depuis un certain temps, pour eux c'était pas une agression, mais c'était une défiance par rapport, pas à mes compétences, mais par rapport à une méthode qui pour moi est cohérente par rapport à leur groupe, et surtout par rapport au fait que je ne suis pas dans une logique de production avec eux, parce que ça ne m'intéresse pas trop de... Voilà, même si c'est une obligation, je passe pas des détours pédagogiques, des détails qui peuvent être pour eux, oui, des détails, mais pour moi qui sont importants, de prise en compte du collectif, de travail collectif sur le plateau, sur qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en écrit, qu'est-ce que si... Voilà. Et eux, pour eux, tout ça, c'est intellectuel. Enfin, on est toujours confronté au problème de il y a plusieurs théâtres. Oui, mais voilà. Alors, les gens ont une idée fixe. Ouais, la scène à l'italienne, Rideau Rouge. Voilà. Bon. Donc, est-ce qu'on peut étendre l'affaire? C'est toute la question. C'est-à-dire de dire oui, bon, il y a ce théâtre-là, c'est vrai. Il y a les impros, c'est vrai. Il y a les collectifs qui font des machins. Il y a le théâtre de l'opprimé, etc. Bon. Donc, est-ce qu'on a le temps et l'envie de proposer le multiple? Moi, j'ai toujours été assez obsédé par la question du multiple. C'est-à-dire de dire, tu fais ça, mais on pourrait faire comme ça. Pourquoi pas? Voyons. Bon. Vous voulez jouer les précieuses ridicules comme le Club Théâtre l'a toujours fait depuis 80 ans? Eh bien, faisons-le. Voilà. Faisons-le, on va bien voir. Voilà. Mais essayons de le faire comme peut-être à notre façon. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas forcément pour entrer contre. Oui, bien sûr. Je dis ok, faisons-le, mais posons le cadre. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas de gants, mais j'ai le cadre. Et à l'intérieur du cadre, je deviens gentil une fois que j'ai mis le cadre. Mais d'abord, je mets le cadre. Ouais. Et quand je mets le cadre, ça barde. C'est comme ça. Parce que je vois pas comment je pourrais faire autrement. Ouais. Enfin, sauf à penser que c'est un tour de magie, quoi, ce qui n'est pas une bonne façon de faire. Livio. Oui, en réaction avec ça par rapport à ce genre de truc, moi j'ai des ados cette année, et il y a que je me suis retrouvé à inventer pour eux, mais que je leur répète souvent, c'est je vous propose quelque chose, je vous impose pas de le faire, mais par contre je suis pas tenu de vous proposer une alternative. Parce que je sais qu'il y en a toujours dans le groupe qui feront. Donc s'il y en a un qui veut pas faire, c'est pas grave, il reste assis pendant une heure, il n'y a aucun problème. Et ce qui fait que je sais que même dans le groupe, si j'ai un groupe de 18 et qu'il y en a 3 par exemple qui veulent faire des languettes, c'est pas grave, il y a 3 personnes qui vont bosser, aucun problème. Qu'est-ce que vous appelez les languettes? C'est une phrase d'une ligne. Ah oui, c'est sur une parole. Plastifié, pour la réutilisation. Par exemple, j'ai eu des enfants, là notamment, je leur fais travailler des chorés, il y en a certains qui m'ont dit « Ah non, moi je danse pas, c'est mort. » Ok, tu t'assois, il n'y a pas de problème, regarde. Après, ce qui était marrant, c'est que la personne assise me comptait les temps des pas pour faire la choré. C'est pas grave, bosse comme assistante mise en scène, il n'y a pas de problème. C'est se dire au bout d'un moment, tu veux pas, d'accord. Mais je suis pas obligé de proposer un atelier par gamin, donc là pour le moment c'est ça qu'on va faire dans la demi-heure qui suit. Non, c'est clair. Et à partir de là, vu que je l'ai imposé comme une espèce de règle établie affichée, c'est pas grave. Il y en a qui s'assoient et qui font rien. Et ça va. Parce qu'ils finissent par vouloir faire. Oui, bien sûr. La plupart finissent par dire « Oh, finalement, finalement, je vais essayer parce que ça prend, parce qu'il y en a un, parce qu'il y en a deux. »
Et pour ce qui serait des instants de gloire, moi j'hésite pas parfois à lui rentrer dedans si c'est un ado, dans la mesure où je lui dis tu gros texte, dis-moi bien ta phrase dessus. Est-ce que tu es capable de me dire une phrase correctement avec toutes les intentions? Non. Tant que ça passe suffisamment bien, je suis désolé, je te rajoute pas 3 lignes. S'il est capable de dire bien une phrase, peut-être qu'il arrivera à en dire bien 3. Mais à partir de là, après, on peut leur donner des trucs, et là, le gros texte sous l'instant de grandeur va fonctionner comme une carotte. Avec des gens en décrochage scolaire. Alors, leur rentrer dedans directement en décrochage scolaire, non. Là, il faut savoir les prendre différemment. Là, je parle d'adolescents plutôt volontaires. Et pour les plus jeunes, je prends le truc d'être plus taré qu'eux. Je vais réutiliser. Genre vraiment, parce que j'avais jamais mis le doigt là-dessus, mais à chaque fois que je l'ai fait, ça a marché, donc je vais réutiliser. Merci. Ah oui, c'est un nouveau principe pédagogique, être plus taré qu'eux. Plus taré que les gamins, c'est un prof. Oui, Marco. Vous savez que je ne suis pas un pédagogue. Non. J'ai fait un atelier il y a 25 ans, un seul, c'était une telle catastrophe. Mais j'ai eu. Donc je ne sais pas bien de ce que je parle, même si j'ai lu déjà 3 à 4 000 mémoires sur et la méthode Bernard notamment, je commence à la connaître un peu. Bon, mais tout à l'heure tu as dit une chose très belle, Elisabeth. Belle et en même temps, je pense que tout le monde la connaît, c'est qu'on travaille avec soi. Hein. On travaille avec la matière, c'est surtout, c'est nous. Hein. Donc, il faut bien se confronter avec cette matière-là. Et vous avez plusieurs fois utilisé le mot s'adapter. Là, je pense que c'est absolument inévitable. La méthode la plus magnifique ne peut pas s'adapter pile poil à n'importe quel contexte. C'est aussi simple que ça. Bernard, je le sais, à chaque fois où on a travaillé sur on a fait des soutenances à partir d'expériences de ce genre, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et comme le disait Jean-Pierre, non seulement il y a plusieurs théâtres, parce que ça on le sait, évidemment, mais il y a plusieurs théâtres légitimes. Je veux dire, la comédie musicale américaine, quand elle est bien faite, elle est ultra... Le boulevard, le plus boulevard, s'il est bien fait, et pour ceux qui l'aiment, il est légitime. Hein, je prends à dessein des exemples qui peut-être sont très loin des envies qu'on a. Donc il faut négocier. Je pense. Pauline me regarde et dit ah oui, c'est facile à dire, difficile à... Non, je pense qu'il y a aussi plusieurs pédagogies légitimes. Voilà, plusieurs... En dehors de parler du théâtre pour les ados... Je pense pas qu'un groupe de gamins qui a eu l'habitude de faire le spectacle de fin d'année, un arc de cercle comme ça, tous les parents les voient bien, avec monologue, je suis pas sûr que leur plaisir est un faux plaisir. Probablement, très probablement, c'est un vrai plaisir. La difficulté, mais ça c'est un exemple de base, la difficulté c'est de trouver le moyen de leur faire découvrir d'autres plaisirs. Voilà. Une fois qu'on l'a dit, c'est très facile à dire et très difficile à faire. Moi je pense, tout à l'heure tu parlais de prison, etc. Je pense à des expériences en prison assez importantes et où on a vu des résultats magnifiques, etc. Mais tous ceux qui sont arrivés dans un contexte aussi difficile en pensant j'arrive, je pose le théâtre avec un grand T tel que je le conçois et ça va marcher tout seul, forcément, parce que soit des gens qui n'ont même pas une idée de ce que ça peut être le théâtre, soit des gens qui ont une idée très forte, indéboulonnable, très difficile. Il faut trouver des ruses pour mettre un petit zeste de quelque chose et une autre sauce d'un autre type et un petit peu d'autres, quelques ingrédients. Et voilà. Mais ça ne concerne pas que
la pratique pédagogique théâtrale, ça concerne plein d'autres choses, évidemment. Du coup, je ne pense pas qu'il existe des méthodes qui marchent toujours. N'est-ce pas, Bernard? Oui, non, mais personne ne sait ici que je n'applique absolument pas mes méthodes. Alors, Johan, je fais comme je veux. Quand je t'écoute, on dirait Stanislavski. En fait. Non, il n'y a pas de méthode. Johan. Oui, je voulais savoir par rapport à la question de départ, il y a toute une vie après la licence pro. Tous les gens qui sont intervenus ont parlé plutôt dans le cadre d'ateliers, choses comme ça. Est-ce qu'il y a il y a aussi, on avait discuté avec Armel, est-ce qu'il y a aussi des gens qui interviennent dans des conservatoires où on demande peut-être aux professeurs, parce qu'il faut le DE maintenant Tout à en fait. principe, mais je sais qu'Armel par exemple ou d'autres interviennent dans des conservatoires où là il va y avoir une demande institutionnelle qui va être très différente, de former des comédiens à peut-être passer par la suite des... Est-ce qu'il y a ces exemples-là après la licence pro? Voilà. Oui, moi je peux donner une information sur le DE si ça vous intéresse, puisqu'on est centre de délivrance du DE à Marseille. Parce que il y en a quelques-uns qui sont allés en réunion, c'était Marion qui était allée et qui disait qu'on n'avait aucune chance, par exemple. Pourquoi? Parce que, sauf ceux parmi nous qui sont passés par des écoles peut-être nationales, ils demandent des cachets d'intermittents, ou même avec la validation d'acquis. Ça avait l'air d'être extrêmement compliqué. Pour avoir le DE? Oui, pour pouvoir s'inscrire dans... Non. Dans les... Bon, alors écoutez, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais moi je peux vous dire ce qu'on fait à Marseille. Et en tout cas, je ne veux pas dire que ce soit simple et que tout soit réglé, mais il est évident que le ministère veut à terme que tous les gens qui enseignent dans les conservatoires aient le DE. Bon. Maintenant, il y a plusieurs moyens d'accès au DE. Oui. Il y a la VAE, qui marche très très fort, toujours. La validation des acquis, l'expérience, on est assez... il faut un gros dossier, mais ça peut marcher. Et il ne faut pas forcément venir d'une école professionnelle nationale. Ça, c'est pas indispensable. Ensuite, il y a des épreuves. Je viens de filer des épreuves là, pour la semaine prochaine. Les gens qui n'ont pas de VAE, et ils y vont, ils vont à un examen, il y a un écrit, un oral. Et c'est la dernière année, je crois, pour l'examen. C'est ce qu'on m'a répondu à Saint-Étienne, en fait, professionnel de comédien ou metteur en scène, et que l'examen du DE, oui, c'est écoute, la dernière. Écoute, je pense que les trois centres, Paris, Saint-Étienne et Marseille, ont plus ou moins une coordination. Pour le moment, moi, je n'ai pas entendu dire que c'était la dernière fois qu'on faisait un examen. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui se présentent à l'examen. En fait, il y a énormément de gens qui demandent à entrer en formation chez nous. Excusez-moi, je déborde. Mais pas de souci, parce que ça concerne la professionnalisation, donc je me permets. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ne veulent ni l'examen ni la VAE, ils demandent la formation. Et nous, on assure une vraie formation. Enfin, vrai, je veux dire, longue toute l'année. Avec les stages, mais par exemple, pas de provocation. Non, quand on dit une vraie formation, par exemple, pour entrer dans la formation, on peut prendre en compte la licence pro, bien sûr. Bien sûr. Mais la licence pro, comme dit Blum, permet d'être dispensé de certaines épreuves ou pas? Ça l'était, je ne sais pas où ça en est. Oui. L'année dernière, on a eu à batailler, parce qu'encore une fois, on a eu des candidats ex-licence pro à qui on avait refusé la dispense de... Mais officiellement, on a une réponse officielle. On a dû envoyer des mails, etc. Et on a eu gain de cause. Mais ça remonte... Si vous voulez, historiquement, le ministère de la Culture voulait être le seul à gérer ça. Donc il voulait pas les universités, pas les écoles de théâtre, eux. Et en fait, c'était assez drôle parce que les sujets, ils nous les piquaient tout le temps. Donc ça nous faisait plutôt rigoler. Bon. Après, il y a eu une espèce d'accord pour que la licence pro soit... une façon d'accéder au DE. Mais après, le DE, il a été arrêté pendant 15 ans. Donc c'est quand même assez dingue. Et c'est parce qu'il y a eu des pressions pour que ce soit remis. Donc c'est remis depuis 3 ans. Et ce que j'entends, ça m'étonne un peu plus, c'est qu'il y aura une sorte de sous-DE, et qui ne sera pas forcément pour les gens qui voudront enseigner dans les conservatoires, mais pour les gens qui voudraient avoir le droit d'aller sur le terrain avec un diplôme. Je ne sais pas exactement encore sous quelle forme. Pardon ? Quand on parle de terrain,
Bah, si tu veux faire un atelier dans le lycée près de chez toi, sans dépendre d'une compagnie et sans que ce soit une option, il faudrait, j'en sais pas plus pour le moment. Ce qui était dans l'esprit du premier DE, Jean-Pierre. Oui. Puisque c'était dans l'esprit du ministère à l'époque, c'était une manière de valoriser les parcours et les acquis des comédiens qui, dans leur carrière, intervenaient. C'était une manière de leur reconnaître une compétence à côté de leur métier. Par rapport à ça, Oui, quand j'ai le une DET, c'est quand on a un DET, on peut passer les épreuves du DE. Non, le DET, c'est ça. J'appelle DE, diplôme d'enseignement du théâtre, c'est ça. DET, je t'appelle quoi, DET? DET, c'est autre chose. Ah, diplôme d'études théâtrales. Oui, Ok, non, ça c'est c'est un vieux. Et ça, est-ce que ça permet, pareil, comme la licence pro, par exemple, de ne pas avoir certaines épreuves? Je ne sais pas. Écoutez, ce que je constate, nous, on n'est pas le ministère, on est une école, donc on a été habilité pour le faire. C'est-à-dire le ministère est bien content qu'il y ait des gens qui aient voulu s'y coller, parce que c'est assez dingue à mettre en place. Mais ce que je constate, c'est en voyant les gens qui viennent suivre les formations, par exemple, je fais 17 jours de dramaturgie avec un groupe d'une dizaine de personnes, c'est souvent des gens qui sont demandeurs. Même s'ils ont 50 ballets et qu'ils ont une carrière de comédien, ils se disent un jour, finalement, le répertoire je ne connais pas bien, mettre en place un projet je ne sais pas bien, c'est pas mal que j'ai une formation à ça. Ils sont demandeurs. Donc ce diplôme n'a pas que des défauts, et d'autre part, il comporte aussi des stages. Exactement comme la licence pro, hein. Le ministère n'a rien inventé. Il y a des longs stages, et notamment des stages en conservatoire. Après, où est-ce que ça va, combien de DE il y aura et quand est-ce que ça va s'arrêter, je n'en sais absolument rien. Moi, je suis juste enseignant dans cette machine-là. À Marseille, où on est relativement, c'est Cannes-Marseille, on est relativement large, et on a l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des locaux. Moi, je peux te répondre sur la partie DE par la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ça t'intéresse, ça, ou pas trop? Non, c'était juste, en fait, la question c'était de savoir quand, après la licence pro, la plupart des gens parlent de l'expérience dans des écoles, tout ça, mais quels étaient en fait les autres débouchés? En fait, c'était plus par là, en fait, parce que c'est pareil, c'est un combat, j'imagine, pour pouvoir se faire reconnaître dans d'autres secteurs parfois que celui des enfants à la préscolaire, les ateliers. Et je sais pas, par exemple, tu nous avais parlé d'une expérience où en fait tu te rendais compte que tu avais été engagé pour faire que de l'impro. Des maths. Voilà, on peut être engagé dans un format de cours qui n'a rien à voir avec forcément, on ne pourra pas du tout appliquer, les méthodes qu'on connaît et ça doit, forcément qu'il y a ces autres, quand on parlait des différents types de théâtre, il y a différents cours de théâtre, je sais pas. Il faudrait revenir là-dessus, il faudrait que je fasse venir quelqu'un. Alors, Marion. Donc, moi je voulais avoir un retour éventuellement sur, parce que là on est 5 enseignants en fait, en licence pro, s'il y avait eu d'autres enseignants dans les autres licences pro, et puis comment s'était passé le retour. Toujours eu beaucoup. Oui, il y en avait eu beaucoup, ouais. On prenait systématiquement tous les gens qui avaient un congé déjà. Oui. Il n'y avait pas tant que ça. Juliette en est le témoignage d'incarnation. Excuse-moi de t'interrompre. Je suis enseignante en lycée et j'ai fait la licence pro en 2012 comme Isabelle. Je faisais mes masters de recherche mais en version terrain. C'est-à-dire en fait l'intérêt était de faire des stages. Et voilà, donc j'ai pu travailler au théâtre de l'Aquarium pendant 8 mois avec François Rancillac. Donc faire de l'urgie, l'assistanat, participer à la création d'un spectacle. Et
Et puis après ça, du coup, j'ai pu rencontrer d'autres metteurs en scène grâce à lui. J'ai fait donc d'autres petits stages après dans d'autres structures, notamment avec Jacques Michet au Théâtre de Toulouse. Voilà, mais je suis un tout petit peu prise au dépourvu parce que en même temps, là, je suis un peu dans une période de creux par rapport à tout ça parce que j'ai fait tous ces stages à des moments où tous les théâtres étaient un peu en difficulté. Et du coup, la suite était un petit peu pas évidente, quoi. C'est-à-dire que voilà, les différents metteurs en scène que j'ai rencontrés étaient soit un peu en fin de carrière, soit dans des moments de creux où il n'y avait plus du tout de budget pour embaucher par exemple de nouvelles personnes, autrement que par des conventions de stage par exemple. Donc voilà, moi ça m'a fait un petit effet bizarre de me dire, pour moi qui voulais peut-être me reconvertir, j'ai senti quand même une grande précarité. Voilà. Donc pour l'instant, ce que je fais beaucoup, c'est que j'ai créé une sorte d'option théâtre dans mon lycée qui est officiel. Mais comme je le dis à beaucoup de personnes dans mon entourage, c'est que c'est assez incroyable parce que du coup, c'est beaucoup plus libre que des options théâtre officielles. C'est-à-dire que j'ai choisi le metteur en scène avec qui je travaille, je choisis tout. Voilà, je mets en scène, je choisis même mes horaires. Voilà. Je sais que j'applique ma méthode. Je sais que je dois tant d'heures à l'éducation nationale pour faire tant d'heures de théâtre avec les élèves, et donc je les fais sous forme de stage pendant les vacances quand ça m'arrange. Enfin, c'est assez luxueux. Donc j'ai réussi à créer ça. Et à côté, après, ça c'est plus personnel. Avec des amies comédiennes, on a essayé de créer un petit festival, mais ça n'a rien à voir, dans un village perdu où l'une d'entre nous a une maison. Et du coup, voilà, on fait une espèce de résidence l'été. Mais j'ai pas à vous dire de réelle professionnalisation. Pour l'instant, c'est tâtonnant et très exact. Sur vraiment entrer dans ce milieu du théâtre et gagner sa vie, moi ça m'a un peu fait peur parce qu'aussi j'étais dans un confort de professeur et c'est difficile de... Presque du coup à tes professeurs. Voilà, alors à temps partiel du coup, parce que depuis j'ai du mal à revenir à temps plein. Et donc là d'ailleurs si je suis là ce soir, c'est drôle parce que c'est grâce à une formation d'éducation nationale sur les écritures théâtrales où j'ai rencontré Marjorie qui m'a dit « Ah mais j'ai fait la licence pro, viens !» Et justement je venais chercher aussi un petit souffle de rencontre, faire le point sur tout ça. Mais donc je suis à temps partiel dans l'éducation nationale et à côté j'essaye de créer une compagnie, d'officialiser un peu ce petit festival de l'été et voilà, d'être toujours en recherche d'autres choses qui viennent nourrir ma pratique avec les élèves, mais c'est vrai que comme cadre de travail, il n'y a pas mieux pour l'instant que ce que j'ai construit dans ce lycée, quoi. Mais, avec les frustrations aussi que ça peut aussi impliquer. Merci de ce témoignage, Juliette. Lambert, tu voulais poser une dernière question. Justement, on a parlé du DE. Moi, je voulais parler de l'intermittence. Alors, je pense que l'intermittence encore, peut-être par erreur, c'est un peu le Graal de la profession où j'en suis, peut-être que je me trompe, qui est aussi artiste. Voilà, comment ça pouvait se coupler et si la licence pro pouvait être une sorte de réacteur à aller vers ce Graal. Alors, Isabelle, moi, j'ai régime général ou régime intermittent? Moi, j'ai plus mon statut d'intermittente, voilà. Mais ça n'a pas été grave. Donc, je suis régime général. Et en fait, tu peux te faire rémunérer en cachet quand tu es pédagogue théâtre, mais il y a un volume d'heures qui est limité. Veuillez m'excuser, j'ai pas forcément, parce que du coup j'ai perdu ça. Lydie, tu dois savoir. Pareil, pour préciser un peu, mais moi par exemple, je travaille au Théâtre de la Ville, on embauche des intervenants de théâtre. Pour le pas légal d'embaucher avec des cachets. En fait, il y a des associations. Je crois que c'est 17 heures l'année, je crois que c'est ça. Ou ça a dû changer peut-être. peut-être. Vous n'êtes pas caché, vous êtes embauché, t'es embauché en CDD. Pour le régime général, et c'est simplement qu'on peut compter, comptabiliser dans les heures de l'intermittent. Mais en tant que structure, nous on ne peut pas embaucher en cachet, il y a des associations qui le font, mais souvent ça va être plus en tant que metteur en scène, etc. Mais nous en tant qu'intervenant théâtre, on ne peut pas, il y a plein d'intervenants qui m'ont demandé
Bien sûr. En cachet, c'est impossible. Marjorie. Et en tant qu'auteur, on n'a pas du tout droit à l'intermittence Voilà. parce qu'on a des droits d'auteur. Alors il y en a qui aimeraient qu'on ait une intermittence, mais bon, voilà, ça fait partie des luttes, des projets futurs. Je ne sais même pas si un jour ça arrivera. Non, il n'y a que le droit d'auteur. Bah, de même que les plasticiens n'ont pas droit à oui, l'intermittence. oui. Tous les graphistes, tout ça. Ah oui. Donc, juste poser une petite question à Marjorie sur le processus qu'elle a suivi pour faire éditer, en tout cas à partir du moment où tu as eu ta bourse, enfin par Arsena, où tu as été lauréate. Et comment ça s'est passé? Tu as reçu les sous pour pouvoir la monter ou la produire ou continuer à l'écriture? Alors la pièce dont tu parles, c'est Range ton cœur et mange ta soupe. C'est pas celle qui a été éditée. D'accord. C'est la première que j'ai écrite, Voilà. la première grand format. Et c'est vrai que dans ma tête, je pensais que ce serait la première éditée, puisqu'elle a reçu des prix, enfin, comme tu dis, une bourse d'aide à l'écriture, au montage, des sélections. Et puis, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'éditeur qui s'est positionné sur Range ton cœur. On verra la suite. Hein. La vie des textes et des créations théâtrales sont toujours sinueuses. Mais par contre, voilà, je présente mon éditeur, Christian Bach, qui est ici, Voilà. des éditions Coïné. J'ai oublié de le présenter tout à l'heure. Et ça allait arriver à la fin, c'est vrai. Voilà, donc il n'a pas eu le déclic sur Range ton cœur, mais il m'a dit, voilà, je ferme pas ma porte. Si tu as d'autres textes à m'envoyer, il a entendu le fait que j'avais envoyé un texte jeune public, ben, n'hésite pas. Et ça, ben, grâce c'était revu à une soirée notamment organisée par ALT, une association qui promeut les écritures théâtrales contemporaines, et où Range ton cœur avait été sélectionné et été présenté. Donc il m'a dit ça, je lui ai envoyé la pièce, et il a accepté de publier la pièce. Voilà, donc ça prend parfois des chemins détournés qu'on n'attend pas, mais bon, c'est une très bonne surprise et j'en suis ravie. Bon, l'édition, c'est un autre réseau, c'est une diffusion de textes. Quelquefois, on ne sait pas comment ça arrive. Mais c'est souvent tout simplement un auteur ou une autrice qui envoie un texte. Là, tout simplement, ça arrive comme ça. Ou alors, pour ma part, moi, je sollicite aussi beaucoup les auteurs, les autrices pour des projets sur lesquels je me positionne. Donc là, je suis venu avec 2 autres autrices avec qui on travaille en ce moment, et je leur ai demandé, par exemple, de travailler sur un projet particulier. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent se faire, tout simplement. Donc la rencontre avec Marjorie s'est faite par texte. D'abord la première par texte, et après on s'est croisés. Bien, il est l'heure. Donc je voudrais remercier Isabelle, Marjorie, d'être venue nous parler. Merci beaucoup. Notre prochain rendez-vous, c'est le 4 février avec Mélanie, mais je ne me souviens plus de son nom de famille, mais qui a mené un projet avec des jeunes en déshérence sociale complet et qui les a amenés à faire un spectacle sur leurs paroles, etc., qui est venu, qui a été joué l'année dernière au Métallou. Et donc elle va venir nous expliquer le processus dans lequel elle s'est mise avec ces jeunes adultes. Du début jusqu'à la fin du processus, jusqu'au processus de spectacle. C'était le spectacle Je suis le vent debout, c'est ça? Oui, je suis le vent debout. Voilà, exactement. Merci. Donc Jean-Pierre, c'est le 18. C'est pas sûr, Céline doit Voilà. confirmer. Ouais, si Et, Céline. et Jean-Pierre viendra nous parler donc du texte. Ouais, La est-ce mise qu'on- en jeu du texte. est-ce J'ai qu'on pas eu le peut temps de encore vous mettre poser en des jeu questions. des textes dans les ateliers? Est-ce que Voilà, c'est c'est ça que je voulais vous autorisé? poser comme question. Et oui, j'ai pas eu le temps. La relève est assurée, donc. Oui, mais... 18 février. Oui, le 18 février. Probablement. Le 24 janvier, donc rendez-vous au coup de papier pour ceux qui sont libres. pour Voilà, la et lecture ici même. Là, tu peux donner rendez-vous ici. Carrément, là. Si vous voulez Bon, bah, consulter. super, hein. Oui. Super. Ouais.